Trop. Ah, c'est bon. Allô? Ah oui, ça marche. C'est parti? C'est bon. Tu, tu nous vois ou pas sur la vidéo? Eh bien, bonjour à tous, à la fois présents physiquement pour ceux qui ont pu se déplacer et à la fois pour ceux qui sont présents en visioconférence. On espère que la technique a été suffisamment limpide pour tout le monde. Bienvenue pour cette assemblée générale annuelle de la SCPI Epsilon 360. Donc c'est une assemblée générale mixte puisqu'il y a des résolutions donc ordinaires et extraordinaires. On peut d'ores et déjà vous confirmer que le quorum de la session à la fois ordinaire et extraordinaire, les deux quorums sont atteints puisqu'on est à près de 60% sur l'ensemble des deux collèges. La séance sera présidée par András Boros, je serai moi-même secrétaire et donc si vous le voulez bien on vous nommera scrutateur, les deux messieurs présents ici, scrutateur ayant pour juste objectif de confirmer que le procès verbal qui sera signé sera bien celui qui retranscrit la séance. Voilà, écoutez, je vous propose d'entamer avec un petit mot d'introduction. Alors bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, donc András Boros, je suis le président d'EPSICAPREM, mais Léonard, en plus d'être secrétaire de séance, est également directeur général et cofondateur d'EPSICAPREM, donc la troisième assemblée générale désormais de cette SCPI. Donc merci à l'ensemble des personnes qui sont présentes. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a investi de manière significative dans les moyens techniques mis en œuvre pour cette assemblée générale. Donc j'aimerais remercier l'ensemble de l'équipe très nombreuse aujourd'hui et qui a permis de mettre en place cette assemblée générale et ces nouveaux moyens qui, je l'espère, amélioreront la qualité des échanges. Donc, comme l'a dit Léonard, c'est une assemblée générale mixte. Ça va se passer en plusieurs temps. Je vais faire une très rapide introduction sur l'état du marché, que ce soit à l'investissement ou sur le marché des SCPI, mais ça va être assez rapide. Puis je laisserai la parole à Léonard qui ensuite pourra vous présenter les résultats et les principaux événements de cette année 2024. Je reprendrai la parole à la fin pour vous donner quelques indications sur les perspectives de l'année en cours, qui sont bonnes, et également vous faire un point sur notre volonté d'ouvrir la stratégie d'investissement plus largement à l'Europe, ce qui d'ailleurs fera l'objet d'un vote dans le cadre de l'ordre du jour. Si vous avez des questions à poser, ce qu'on vous propose, c'est quand même de dérouler cette présentation pour que ça soit plus fluide. Marie-Laure, qui est ici à ma droite, va regrouper toutes vos questions pour qu'il n'y ait pas de doublons et on répondra évidemment à l'ensemble des questions à la fin de la présentation. Donc sans plus tarder, on va démarrer. Alors sur le marché de l'investissement, je ne sais pas si on peut passer la petite planche, mais globalement, le maître mot de cette année 2024, c'est une relative stabilisation du marché de l'investissement à des niveaux toutefois relativement bas. On est à peu près à la moitié des volumes investis en Europe par rapport à la moyenne décennale. Cette stabilisation, elle est due évidemment à l'atterrissage, on va dire, en douceur des taux d'intérêt. Alors je dis jusqu'ici stabilisation parce qu'évidemment en ce moment il y a un contexte géopolitique et politique qui crée de nouveau des tensions possibles sur les taux d'intérêt. Il faut comprendre qu'il y a deux mouvements qui sont assez antagonistes. La guerre commerciale, donc initiée par nos amis américains, pourrait avoir un double effet. Il peut y avoir un risque sur la croissance économique mondiale et par ailleurs se conjuguer avec des risques inflationnistes. Donc en fait, on a ces deux mouvements qui sont antagonistes
et on ne sait pas encore très bien comment la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne vont réagir à ces deux mouvements qui sont quelque peu contraires. Donc, est-ce qu'il va y avoir une poursuite de la baisse des taux ou au contraire une volonté de ralentir des éventuelles pressions inflationnistes de nouveau en jouant sur les taux? On n'en sait rien. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, ce qu'on observe sur les taux d'intérêt pour le financement de l'acquisition d'immobilier tertiaire se stabilise autour de 4%. On regarde aujourd'hui, enfin, on est en train de finaliser un financement en France, on a fait un financement également en Espagne en début d'année, et on constate des taux qui se stabilisent autour de 4%. Voilà, donc ça vous donne une idée de où est-ce qu'on en est aujourd'hui et la prime de risque qui est prise encore par les banques par rapport au taux directeur. Sur les taux, ça c'est le petit graphique à droite de la planche. Donc, ça c'est ce qu'on appelle les taux prime. Les taux prime dans notre jargon, c'est la référence, c'est le rendement que demandent les investisseurs pour les actifs les plus qualitatifs du marché. Vous voyez sur la droite du graphique, là aussi il y a une stabilisation. Donc après une correction dans les valorisations qui se traduit, comme vous le voyez, par une hausse sur 2022-2023 des taux de rendement exigés. C'est-à-dire que les investisseurs demandaient une rentabilité supérieure sur les actifs qu'ils achetaient. Vous voyez que ces taux sont en train de se stabiliser depuis maintenant à peu près 12 mois. On peut peut-être passer. Donc ça, c'est le marché de l'investissement qui, à peu près, les tendances sont à peu près les mêmes. Merci Marie-Laure. Les tendances sont à peu près les mêmes dans tous les pays. Cette stabilisation, elle est vraie pour tous les pays, sachant qu'il y a un certain nombre de pays qui sont parfois en avance de cycle, notamment les pays anglo-saxons, le Royaume-Uni en particulier, où les corrections sont plus rapides, mais la reprise est également plus rapide. Donc, mais globalement, cette stabilisation, elle est vraie dans tous les pays. Alors sur le marché des SCPI, pour regarder encore plus précisément ce qui nous concerne, là aussi on assiste à une stabilisation, mais là encore à des niveaux bas. Donc l'année 2024 s'est soldée par une collecte nette de l'ordre de 3,5 milliards, ce qui représente le tiers, grosso modo, le tiers de ce qu'on a connu pendant le pic de l'année 2022. Ce qu'on a, nous, observé en parallèle, c'est de très nombreux nouveaux lancements de SCPI. Pour ceux et celles d'entre vous qui sont investisseurs dans d'autres SCPI que la nôtre, et que vous suivez ce marché des SCPI, vous avez vu qu'il y a eu une dynamique très forte de lancement. Le corollaire de ça, c'est qu'il y a une concurrence très très forte pour l'épargne. Évidemment, quand vous avez beaucoup de nouveaux produits qui se lancent et que la collecte se rétrécit, mais évidemment le gâteau est plus petit, on est plus d'acteurs et donc il y a une concurrence qui est assez féroce. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu une prime à la confiance. Ce que j'appelle prime à la confiance, c'est qu'on voit que la collecte se concentre parmi un nombre assez restreint d'acteurs. Je vais vous donner un chiffre. Vous avez 16 sociétés, dont nous faisons partie, qui ont collecté en 2024 plus de 50 millions d'euros. Alors 50 millions d'euros, ça peut vous paraître beaucoup, mais dans un marché à l'investissement institutionnel, ce ne sont pas des chiffres mirobolants. Et donc vous avez uniquement 16 acteurs qui ont passé cette barre des 50 millions d'euros. Donc c'est ce que j'appelle la prime à la confiance. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'acteurs et que le marché est un peu compliqué, eh ben les investisseurs, les distributeurs ont tendance à se resserrer sur un certain nombre d'acteurs où la confiance est établie. Et ça, c'est assez structurant en ce moment. Ce qu'il faut, c'est être, évidemment, pour garder la dynamique, il faut être dans la catégorie des gagnants. Parce que voilà, si vous n'arrivez pas à collecter, évidemment, vous avez tout de suite des problèmes de dynamique, vous ne pouvez pas investir et vous avez des problèmes de liquidité. Donc ça, gardez-le en tête, c'est quand même important, une polarisation assez forte de notre marché avec une concentration accrue de la collecte. Vous voyez sur la droite vraiment la typologie de SCPI qui est en train de sortir vraiment largement gagnante de cette dynamique. Ce sont les diversifiés. Donc les investisseurs sont sensibles à la notion de diversification. Et cette diversification, elle doit être à la fois typologique et à la fois géographique. On va en parler un peu plus tard. Voilà ce que je voulais vous dire un peu en préambule. Et je vais laisser Léonard
dérouler, on va dire, vraiment la partie relative à votre SCPI. Du coup, pour reprendre un petit peu le bilan de l'année 2024, donc dans le contexte que vient de décrire András, la SCPI Epsilon 360 a été plutôt dans une très bonne dynamique, puisque le nombre d'associés épargnants au sein de la SCPI atteint plus de 3000 à la fin de l'année, avec une hausse de 1400 nouveaux associés au cours de la période. C'est une collecte qui est en progression de 30% par rapport à 2023. Donc vous l'avez vu, dans un contexte où la collecte globale du marché baisse de 30%, la SCPI a, elle, augmenté sa capacité de collecte. Cette collecte, elle vient servir à la fois l'investissement, on y reviendra, avec la relution du patrimoine, et également la liquidité pour les associés. Donc au-delà du montant de collecte, son intérêt à la collecte, elle vient aussi dans le renouvellement du parc, la diversification de ce parc, mais aussi dans la liquidité pour les associés. Cette collecte, elle permet d'atteindre au 31 décembre une capitalisation de 131 millions d'euros, donc en hausse de 66% par rapport au 31 décembre 2023. Et elle nous a permis de réaliser 61 millions d'euros d'acquisition sur l'année, avec un petit peu de financement qu'on a fait en fin d'année. Donc si on avance sur la suite, sur la performance, donc c'est un taux de distribution qui est en hausse pour la deuxième année consécutive, puisqu'on avait fait 6,08 en 2022, 6,25 en 2023. Ce taux de distribution il s'établit à 6,55 en 2024, en lien avec les bonnes acquisitions et les relutions du patrimoine qu'on a opéré en 2023 et en 2024. Et pour la première fois, on a revalorisé le prix de part en 2 fois, une première au 1er juillet et une deuxième en fin d'année au 31 décembre, qui a fait passer le prix de 250 € à 253,80 €. Et c'est donc 1,52% d'augmentation du prix de part sur l'année. C'est en lien notamment avec la valeur de reconstitution, on y reviendra après, qui est largement au-dessus du prix de part et qui nous a permis, parce qu'on considérait aussi en 2024 que le point bas des valorisations en immobilier avait été atteint, de pouvoir commencer à augmenter le prix de part progressivement. Donc l'indicateur qu'on vous présente, qui est la performance globale, c'est un indicateur qui est assez nouveau, qu'on utilise nous depuis 2024, mais qui est en train d'être mis en place par l'association professionnelle des sociétés de gestion immobilière. Comme je vous le disais, on a fait à peu près 60 millions d'euros d'acquisition en 2024, donc 11 actifs, dont 2 en Espagne, qui représentent à peu près 30% de ce volume d'acquisition sur l'année. On en avait parlé fin 2023 avec l'ouverture de cette stratégie sur la partie péninsule ibérique. Donc les 2 premières acquisitions se sont déroulées fin 2024 pour à peu près 30%. On a atteint une taille moyenne d'acquisition sur l'année de 5,2 millions d'euros. Depuis l'origine, c'est des actifs qui font une taille moyenne de 3,2 millions d'euros. Donc on reste vraiment dans cette stratégie small cap qui a toujours été notre ADN. On reste convaincu par cette classe d'actifs. Il est vrai que dans le contexte actuel aussi de baisse de collecte des fonds et de contraction du marché de l'immobilier, c'est aussi une classe d'actifs qui est plus recherchée qu'avant. Et enfin, je vous le disais, ce que nous ont permis ces acquisitions sur l'année, c'est de relever la performance du patrimoine, parce que le taux moyen d'acquisition de ces actifs sur 2024 a été de 7,3%. Ça nous a permis d'augmenter le rendement moyen des actifs, et c'est ce qui nous permet aussi d'afficher une performance qui est croissante en 2023, en 2024, et on en reparlera sur 2025 également. Donc la photo du patrimoine à la fin de l'année, c'est près de 45 immeubles, presque 100 lignes locatives, donc qui permettent d'atteindre une diversification du patrimoine très intéressante. Je passerai sur tous les chiffres un peu techniques qui vous sont présentés et qui sont présents dans le rapport annuel. Ce qu'il faut retenir, je pense, de manière assez importante, c'est que la performance, elle est liée aussi à 2 indicateurs qui sont souvent un peu mis de côté. C'est le taux d'occupation financier, qui est de quasi 100% sur l'année. Donc le taux d'occupation financier, c'est vraiment le taux d'occupation physique ramené aux accompagnements éventuels des locataires qui sont en place. Et surtout le taux de recouvrement, parce que vous pouvez avoir le taux d'occupation que vous voulez, si vous ne recouvrez pas les loyers, ça fait baisser la performance. Et donc ça, c'est un
un vrai point très important dans un contexte économique qui est aussi plus difficile et plus incertain. C'est quelque chose sur lequel on est très très attentif et on met un point d'honneur vraiment à avoir un taux de recouvrement de 100% et on fait très attention à ça. Si on passe sur le slide suivant, donc sur la répartition du patrimoine, on l'a toujours dit, on a toujours apprécié le commerce, qui est une classe d'actifs qu'on apprécie et qui a démontré toute sa résilience, notamment dans le contexte qu'on a décrit au cours des dernières années. Donc on a une allocation qui est 49% sur le commerce. Et ensuite, on a deux classes d'actifs sur lesquelles on a diversifié, notamment en 2024, qui est le bureau, qui représente à peu près 15%, et la logistique et les locaux d'activité, qui en représentent 17%. Et ensuite, il y a un petit peu d'alternatifs et d'autres typologies. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reste dans cette catégorie diversifiée. On a été plutôt exposé au commerce, et aujourd'hui, on voit aussi que sur le marché, c'est plutôt une classe d'actifs qui séduit et qui est donc beaucoup plus facilement mise sur le marché que les bureaux où les vendeurs évitent plutôt de mettre des bureaux en ce moment parce qu'ils savent que la prime de risque qui va leur être demandée est peut-être encore trop importante dans le contexte actuel. Et j'ajouterais juste sur ce point, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne suivent pas forcément en détail l'intégralité de nos acquisitions, c'est que notre exposition au commerce, elle est quasi exclusivement un sous-segment qu'on appelle le commerce de périphérie, ou ce qu'on appelle, ou les anglo-saxons appellent les retail parks. On est très très peu présent dans les centres-villes ou les centres-villes de villes moyennes. Alors le commerce de périphérie, pour ceux qui nous suivent, je vois ici un certain nombre d'associés dont c'est le cas qui nous suivent depuis le début. Vous savez que le commerce de périphérie, c'est une conviction depuis le départ chez nous. On a été un peu rattrapé par le marché sur cette thématique parce que c'est un des grands gagnants de la période post-Covid, parce que les facilités d'accès, facilités d'approvisionnement logistique, numerus clausus surtout, parce que vous savez qu'aujourd'hui c'est compliqué d'ouvrir des nouvelles surfaces commerciales, et donc il y a une prime à l'existant. Également des loyers qui sont nettement plus faibles que dans les centres-villes, ce qui fait que les taux d'effort des commerçants sont tout à fait acceptables. Et dernier point, c'est que vous avez une surreprésentation d'enseignes qui marchent. Donc les enseignes qu'on retrouve en périphérie sont des enseignes qui ont besoin de place, sont des formats qu'on ne retrouve pas en centre-ville, et ce sont des enseignes qui marchent, y compris dans la période fortement inflationniste qu'on a connue. Donc ce sont nos enseignes dites discount, qui sont plutôt orientées vers, on va dire, le pouvoir d'achat. Et donc une des raisons qui explique la performance de notre patrimoine, et notamment les taux de recouvrement et d'occupation qui, je pense qu'on n'a pas à en rougir, et sont tout à fait exceptionnels. D'une part, c'est le travail de l'équipe, dont il y a une représentante ici sur place, et d'autre part, évidemment, pour la sélection que nous faisons de ces actifs et cette exposition au commerce de périphérie. C'est intimement lié. Aujourd'hui, si on n'a pas de vacances, c'est parce qu'on est très peu exposé au bureau, il ne faut pas se le cacher. Et donc on est, moi, cette surexposition, on va dire, au commerce de périphérie, je ne la considère pas comme une faiblesse, mais au contraire comme une force. Et je pense que nos résultats le démontrent. Voilà, pardon pour cette petite digression. Oui, je voudrais en disant qu'aujourd'hui, il est difficile, dans le contexte de marché, de rester diversifié, parce que c'est aujourd'hui une des classes d'actifs qui est le plus représentée dans le marché de l'investissement, dans le segment d'immobilier qui concerne les SCPI. En termes de répartition géographique, donc on a une très faible exposition à l'Île-de-France, et à la fin de l'année, l'Espagne, donc au titre des deux acquisitions qu'on a réalisées en fin d'année, permettent d'afficher une ouverture sur l'Espagne de 12%, le reste étant présent un peu partout en région. On vous présente le top 5 des locataires du patrimoine avec le nombre d'unités locatives qui est en face. Ce que ça démontre, c'est ça renforce la diversification du patrimoine qu'on présentait avec l'ensemble des lignes locatives. Là, ça met un peu en lumière l'exposition qu'on a. La plus forte exposition, c'est Action, l'enseigne de discount, qui a toujours été aussi parmi nos convictions. Oui, excusez-moi.
Donc Action, qui est une enseigne qui a une croissance énorme en Europe, qui est un des leaders européens sur cette partie discount, et qui représente que 5% des loyers, et qui sont exposés sur 3 unités locatives différentes, 3 commerces différents, et qui permet donc de démontrer que sur ces 12 unités locatives qui représentent le top 20% du patrimoine, on a une diversification d'emplacements et de locataires, et donc de montrer aussi toute la pertinence de cette stratégie small cap qui permet, même en ayant une capitalisation, un volume de patrimoine d'à peu près 150 millions d'euros, d'avoir une diversité sur les sources de revenus. Sur ce patrimoine, on était cette année sur la dernière ligne droite du premier cycle du label, puisque la SCPI est labellisée depuis 2022. Ce label, il se décompose en un cycle de 3 ans. Chaque année, la société de gestion et le fonds sont audités par un auditeur indépendant qui est l'AFNOR pour la SCPI Epsilon. Ce label a été renouvelé pour la dernière année et on entrera en 2025 sur un nouveau cycle de 3 ans. Donc l'année 2024 a été dédiée à des nouvelles campagnes de collecte d'informations sur les consommations, qui est un axe très important. Ça semble peu de choses, mais c'est en réalité, d'un point de vue opérationnel, énormément de travail que d'arriver à rien qu'à collecter l'ensemble des consommations de nos locataires. On a eu deux angles complémentaires qui sont là autour de travaux d'amélioration des actifs. Un, sur la mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques, l'idée étant de favoriser tout ce qui est mobilité douce. Et au-delà de ça, on avait lancé fin 2023 des audits sur décret tertiaire. Donc le décret tertiaire, c'est une réglementation qui impose à certains actifs tertiaires au-delà de 1000 m² de réduire les consommations d'ici à 2030, 2040 et 2050 avec des seuils d'atteinte pour chaque année. C'est une réglementation qui est européenne, qui s'applique partout en Europe. Et donc on a fait des audits pour comprendre où se positionner nos actifs par rapport à l'horizon 2030 et surtout quelles étaient les pistes d'amélioration en termes de travaux qu'on pouvait déployer sur ce patrimoine. Donc on a en 2024 mis en œuvre certains travaux de réduction des consommations, mais on a surtout constaté à travers ces audits que 80% de notre patrimoine en surface était déjà conforme à 2030. Donc ça montre aussi le travail qui est fait à l'acquisition chez nous pour essayer d'avoir des actifs qui soient résilients dans la durée et qui sont aussi déjà en ligne avec les objectifs que peuvent avoir la France et l'Europe sur cette partie environnementale. Et le dernier angle qu'on a mis en œuvre en fin d'année, c'est le lancement de consultations de partenaires sur la partie photovoltaïque, qui est une réglementation qui va arriver en 2028, mais qu'on a souhaité anticiper, puisque c'est aujourd'hui, ça fait partie de l'angle qui est poussé à la fois par le gouvernement et même au niveau européen, d'installer soit des ombrières, soit des panneaux photovoltaïques en toiture sur l'ensemble des actifs. Vous aurez d'ici fin avril un rapport ESG dans le cadre de ce label qui vous sera envoyé, qui sera disponible sur notre site et qui rentrera peut-être un peu plus en profondeur sur l'ensemble de ces éléments, notamment sur les éléments de notation, puisqu'on arrive donc à la fin de ce premier cycle de 3 ans, dans lequel on avait un engagement d'augmentation des notes de nos actifs, puisque chaque actif fait l'objet d'une notation au travers d'une grille ISR qu'on avait mise en place en 2022. Cette grille nous permettait de noter nos actifs et donner une ligne directrice qui, au-delà des 3 ans, au bout des 3 ans, devait avoir progressé de 20 points. Donc l'ensemble des actifs concernés à l'entrée de ce label ont bien fait l'objet d'une évolution supérieure à 20 points. Et donc on travaille actuellement sur la nouvelle grille qui s'est déployée pour un nouveau cycle de 3 ans, avec des ambitions bien sûr qui vont plus loin que ce qu'on a pu déployer jusqu'à aujourd'hui. Passage obligé, même si la réglementation a évolué sur ce point-là. Donc vous avez les valeurs de la SCPI, donc la valeur comptable, la valeur des capitaux propres, qui est de 209,33 € au 31 décembre 2024. La valeur de réalisation,
qui est de 224,67 €. C'est la valeur liquidative, c'est si on devait liquider l'intégralité de la société demain, quelle serait la valeur qu'en retirait chaque associé. Et la valeur la plus importante, qui est la valeur qui est retenue par le marché et qui sert aujourd'hui d'appréciation de la valorisation de la SCPI, c'est la valeur de reconstitution. Donc elle est de 276,16 €. Comme je le disais, autour de cette valeur... Peut-être juste réexpliquer rapidement ce que signifie la valeur de reconstitution. C'est la valeur de réalisation, donc la valeur du patrimoine immobilier dans sa valeur d'expertise au 31 décembre, sur laquelle on reconstitue les frais qui seraient nécessaires pour reconstituer ce patrimoine. Donc c'est tous les frais de mutation, les frais de notaire, les frais de due diligence qui sont réintégrés dans la valeur de réalisation. Et c'est la valeur auquel devrait souscrire théoriquement, potentiellement, un associé s'il rachetait l'ensemble des biens à leur valeur actuelle. Cette valeur, réglementairement, elle sert de cadre pour le prix de souscription, puisque réglementairement, le prix de souscription doit être fixé par la société de gestion à plus ou moins 10% de cette valeur. Si la valeur de reconstitution est inférieure au prix de souscription, c'est qu'il y a une décote dans la SCPI, donc ça veut dire que vous rentrez plus cher que ce que ne vaut en réalité la SCPI. Quand cette valeur de reconstitution est supérieure, ce qui est le cas ici, il y a une prime à la souscription, ça veut dire que vous payez légèrement moins cher que la valeur réelle du patrimoine. Ce que ça montre surtout, c'est que dans un contexte où on a commencé à revaloriser, on garde encore une valeur de reconstitution bien supérieure au prix de souscription. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre encore pour apprécier le prix. Et surtout, il y a une sécurité sur la valeur du patrimoine. C'est-à-dire que même si le patrimoine devait être dévalorisé pour X raisons, pour toute autre crise, on a encore un coussin matériel qui est important et qui augure plutôt des perspectives très bien alignées pour la SCPI sur la partie valorisation. Petit passage obligé sur les comptes annuels. Je ne vais pas rentrer dans le détail complet. Ce qu'on peut retenir surtout, c'est que la SCPI a fait un résultat net de 6 286 000 €, que sur ce résultat, c'est 5 765 000 qui ont été distribués. Donc il y a une partie qui complétait au report à nouveau qui avait déjà été mis de côté en 2023, permet d'afficher un report à nouveau d'1,5 million d'euros. Donc aujourd'hui, la SCPI dispose de réserves d'1,5 million d'euros qui lui permettent d'avoir un coussin pour toute problématique qui surviendrait. Ça représente à peu près 2,4 mois de distribution par part en jouissance au 31 décembre. Et sur la partie bilan... Pardon, là-dessus, ce qu'on peut dire, parce qu'il y aura peut-être des questions, on la pose souvent, sur quelle est notre politique de report à nouveau. Donc notre politique de report à nouveau, elle n'a pas changé depuis le lancement du fonds. On souhaite conserver un équivalent d'environ 2 mois de réserve par part en jouissance. Donc on pilote en fait ce niveau de réserve conformément à ce niveau-là. Voilà, donc il n'y a pas de volonté de constituer un matelas trop important de réserve, parce que je rappelle que les résultats qui sont, la SCPI étant fiscalement transparente, les associés sont fiscalisés sur les résultats, même s'ils ne sont pas distribués. Donc il n'y a pas d'intérêt à garder trop de réserves dans le fonds, parce que c'est pénalisant pour les associés. Donc voilà, notre ligne de conduite, c'est environ 2 mois, et c'est ce qu'on va piloter dans la durée. Sur le bilan, je ferai peut-être juste une parenthèse sur les excusez-moi, décidément, sur les dettes financières. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 30 millions d'euros d'emprunts qui ont été souscrits par la SCPI depuis l'origine. Ça représente par rapport à la valeur du patrimoine aux alentours de 20%, ce qui est plutôt un levier très raisonnable actuellement. On a trouvé des points d'entrée assez intéressants fin d'année, donc on avait refait 10 millions d'euros de financement, et notre stratégie sur 2025 a plutôt été d'aller le faire en début d'année, notamment les taux avaient baissé un petit peu en lien avec la BCE, et dans le contexte qu'on connaît actuellement, les taux ont tendance à plutôt se stabiliser, et donc il n'y a pas de perspective de baisse très forte sur la deuxième partie de l'année. Donc c'est des emprunts qui ont des maturités moyennes de 6,5 ans, qui sont
donc, qui nous permettent d'avoir de la visibilité. Donc il n'y a pas de mur de la dette, il n'y a pas de problématique de refinancement à long terme ou à court terme surtout, avec des taux qui sont aux alentours de 3% aujourd'hui en moyenne sur l'ensemble des lignes de dette qu'on a souscrites. Merci Léonard. Donc on va enchaîner sur un point de l'ordre du jour donc de l'Assemblée générale extraordinaire du coup, qui est donc la proposition de la société de gestion de poursuivre plutôt l'ouverture de la stratégie d'investissement à l'Europe. Donc cela fera l'objet d'un vote puisque nous devons modifier la note d'information et les statuts de la SCPI. Donc, pour mémoire, le fonds avait démarré avec une stratégie exclusivement franco-française. Nous avons en 2023, nous sommes venus vous voir et vous nous avez accordé une première fois votre confiance pour ouvrir la stratégie d'investissement à l'Espagne. Et donc Léonard vous a parlé des premiers investissements qui ont été faits, un nouvel investissement qui va être fait lundi prochain, donc qui va ramener d'ailleurs la part de l'Espagne à peu près 18% du patrimoine. Et donc aujourd'hui, notre proposition, c'est de poursuivre cette diversification. La première raison, je l'ai expliqué en préambule, on est dans un marché qui est très concurrentiel, qu'il est très important pour votre SCPI de garder une dynamique sur le marché. On vous a expliqué que collecter, c'était important, pas seulement pour le plaisir de la société de gestion, mais parce que c'est le fait d'avoir une collecte saine et régulière qui vous permet, si un jour vous aviez la mauvaise idée de sortir de ce fonds, d'avoir la liquidité nécessaire pour pouvoir le faire. Donc c'est très important de rester dans la catégorie des fonds qui fonctionnent. Et force est de constater qu'aujourd'hui, la thématique européenne est devenue, on va dire, un incontournable dans le marché. C'est venu assez rapidement. Sur les 4-5 dernières années, c'est vraiment une thématique qui s'est installée. Et selon nous, cela serait pénalisant pour votre SCPI de ne pas profiter de cette dynamique. Les autres arguments qui, selon nous, sont déterminants, c'est le fait de pouvoir bénéficier d'un terrain de jeu qui est bien supérieur à celui de la France et de l'Espagne, et donc de pouvoir encore rajouter de la sélectivité et de la diversification dans votre patrimoine. Ça nous permet aussi d'aller peut-être plus facilement sur de nouvelles typologies, le fait d'augmenter ce périmètre de jeu pour aller davantage sur des typologies comme l'hôtellerie par exemple, de la petite logistique, des locaux d'activité. C'est vraiment pour nous un point important de pouvoir bénéficier d'un périmètre géographique plus large. Du point de vue de l'associé, et comme vous le savez probablement pour ceux qui sont investisseurs dans d'autres SCPI européennes, il y a un avantage fiscal qui est non négligeable pour l'associé, notamment personnes physiques. C'est que quand vous investissez dans d'autres pays européens, vous n'êtes pas, je vais la faire courte parce que ça peut devenir rapidement assez compliqué, mais globalement vous ne payez pas les prélèvements sociaux. Donc vous avez immédiatement un gain fiscal par le fait d'être exonéré du paiement des prélèvements sociaux. Si vous avez des questions là-dessus, Léonard pourra vous répondre à la fin, mais ça devient relativement complexe assez rapidement, mais en tout cas il y a un gain fiscal qui est tout à fait significatif pour l'associé personne physique. Et le dernier point qui, selon nous, est très important, c'est que, comme je vous l'ai dit là aussi en préambule, il y a des cycles qui peuvent être différents d'un pays à l'autre. Et dans la durée, ça nous paraît particulièrement pertinent de pouvoir acheter, mais aussi vendre, parce qu'il faut se rendre compte qu'à un moment donné, il y aura des arbitrages qui sont faits dans la SCPI, et de pouvoir jouer sur des cycles et des économies avec des dynamiques qui sont différentes. À notre sens, c'est un pari qui sera gagnant dans la durée pour les porteurs de parts. Donc la manière dont on souhaite s'y prendre, alors je rappelle déjà que le périmètre, donc c'est de l'Europe, et uniquement pour les pays membres de l'OCDE. Dans un premier temps, on est en train de sourcer des actifs
sous réserve évidemment du vote favorable de l'Assemblée générale au Royaume-Uni, en Italie, au Benelux. Et l'idée, c'est à terme d'avoir un patrimoine qui reflète quand même les grands équilibres en Europe. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de suivre les poids relatifs des économies et des populations et d'essayer de répliquer ça le plus justement possible sur votre patrimoine. Donc, je vais caricaturer, et même si je n'ai rien contre nos amis irlandais, il n'est pas question d'avoir l'Irlande qui reste malgré tout à l'échelle européenne un petit pays en termes économiques, d'avoir l'Irlande qui représente demain 70% du patrimoine. Ça n'aurait pas de sens. Donc l'idée, c'est d'avoir une répartition qui reflète quand même les forces en puissance, si j'ose dire. Et donc évidemment, la France qui reste et qui restera pendant longtemps une des puissances économiques les plus importantes en France, restera un pays important dans la SCPI, aux côtés d'autres pays qui pourraient être représentés. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Là, on va faire un effort de rééquilibrage assez important dans les 12 mois à venir. L'idée, c'est d'arriver de rééquilibrer le patrimoine hors de France à environ 50% du patrimoine d'ici mi-2026. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, l'Espagne, par définition, hors de France, représente déjà 20% du patrimoine. Donc l'idée, c'est d'aller chercher les 30% restants dans les 12 prochains mois environ. Sur les perspectives, alors en termes de volume, collecte nette visée d'environ 70 millions d'euros. Bon, ça évidemment, c'est notre objectif. Après, c'est pas nous qui commandons. Hein. Ça, c'est la volonté des investisseurs et de nos partenaires distributeurs de continuer à nous faire confiance. En tout cas, c'est notre objectif, donc d'arriver à une capitalisation de l'ordre de 200 millions d'euros à fin d'année. Donc, je rappelle, fin d'année dernière, on était environ à 130 millions d'euros. Donc, on reste malgré tout sur des niveaux de collecte très raisonnable par rapport à ce qui se pratique chez un certain nombre de SCPI leaders du marché. Donc, pour ceux qui s'inquiéteraient d'une ambition démesurée sur les niveaux de collecte, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas. Notre ambition, c'est toujours de veiller à ce que notre collecte soit bien en adéquation avec notre capacité de déploiement. Il est évident que déployer 70 millions d'euros à l'échelle de l'Europe, c'est quelque chose qui est tout à fait raisonnable. Objectif de taux de distribution, j'insiste, hein, c'est comme toujours un objectif qui n'est pas garanti dans une fourchette de 6,5 à 7. Et comme on est entre nous, voilà, notre objectif clairement est dans le haut de cette fourchette, encore une fois de manière non garantie, mais clairement l'objectif est de tendre à plus ou moins 7%. Et aujourd'hui, je suis assez confiant sur notre capacité à délivrer cette performance cette année. Et comme l'a dit Léonard tout à l'heure très justement, l'intérêt de garder ces marges de sécurité, on va dire, sur le prix de part, c'est qu'évidemment, nous avons des marges de manœuvre pour continuer à faire progresser le prix de part. Comme l'a dit Léonard, c'est à la main de la société de gestion. Donc ne vous attendez pas chez nous à des progressions de 5% sur une année, comme j'ai pu le voir chez un certain nombre de confrères. Notre volonté, c'est de continuer à faire progresser le prix de part progressivement. Mais voilà, et notre intention est de continuer à faire dès cette année. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les perspectives de 2025, donc qui sont plutôt très sympathiques. Et on va passer au vote. Alors, non, il y a l'ordre du jour. Des petits points, un peu de formalisme en amont. Donc il y a les conventions visées à l'article L214-106 du Code monétaire et financier, donc un jargon très technique. Basiquement, ce sont l'ensemble des rémunérations qui sont accordées à la société de gestion au travers de la SCPI. Donc il n'y a pas de nouveaux frais autres que ceux qui ont déjà été approuvés par l'Assemblée générale. Donc les trois seules couches de frais qui sont supportées par la SCPI
sont la commission de souscription, donc qui est prise sur le montant des souscriptions de la SCPI, qui est de 2,8 millions pour l'exercice 2024, la commission de gestion, qui est un maximum de 10% des loyers et des produits financiers qui sont perçus par la SCPI, qui s'élève sur 2024 à 612 000 euros, et les commissions d'acquisition, qui sont assises sur le montant hors droit, hors frais des acquisitions qui sont réalisées, qui s'élève à près d'un peu plus de 3 millions d'euros. Ces conventions font l'objet d'un rapport spécial du commissaire aux comptes qui est inclus dans le rapport annuel. Il y a par ailleurs le rapport annuel sur les comptes annuels qui est également inclus dans le rapport et qui a été émis par le commissaire aux comptes avant envoi du rapport, sans réserve et sans observation particulière de la part du commissaire aux comptes. Vous l'avez peut-être constaté dans les résolutions et dans l'envoi qui vous a été fait, le conseil de surveillance qui était composé de 12 membres, donc l'ensemble des mandats de ces membres est arrivé à échéance aujourd'hui au terme de cette assemblée générale. Donc c'est des membres qui nous ont suivis depuis la création de la SCPI, donc on les remercie pour leur implication et leur présence depuis l'origine. Les règles faisant, un certain nombre n'ont pas souhaité renouveler leur mandat. Donc on a fait des appels à candidature qui vous ont été adressés début mars. Et donc vous avez eu l'occasion de voter, peut-être d'ores et déjà ou à l'issue de cette assemblée, pour l'élection du nouveau collège qui sera donc annoncé assez rapidement. Et je vais laisser la parole à Stéphane Lenoir, qui est un des représentants du conseil de surveillance, pour faire part, puisque vous avez dans le rapport annuel un rapport annuel du conseil de surveillance sur l'exécution de sa mission au cours de l'année. Donc bonjour, Stéphane Lenoir, je suis au conseil de surveillance effectivement depuis l'origine et j'en suis ravi. Depuis la dernière AG, le conseil s'est réuni 2 fois. Je voulais remercier András et Léonard et toute l'équipe pour la qualité et la transparence des informations qui nous sont communiquées à chaque fois qu'on a des questions. C'est assez agréable, ça permet de faire son boulot, entre guillemets, en toute sérénité. Le conseil de surveillance se félicite de la tournure, de la façon dont vous gérez notre argent, donc on est très content et on vous remercie. En conséquence, on encourage tout le monde à voter les résolutions qui nous sont proposées, à la fois pour l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, et notamment pour toute la partie d'ouverture à l'Europe, parce que pour regarder non seulement Epsilon, mais toutes les SCPI du marché, on voit que l'avenir, il est évidemment sur l'Europe, et que si on veut continuer, enfin, si vous voulez continuer à collecter et à nous offrir des rendements de qualité, il faut absolument ouvrir cette SCPI à l'Europe. C'est une tendance de fond qui se dessine depuis 1 an ou 2, et je crois qu'il faut absolument être présent en Europe. Voilà. Merci Stéphane. Du coup, je pense que la suite, c'est les résolutions. Bon, je vais vous passer la lecture difficile de l'ensemble des résolutions avec l'ensemble des textes. On va juste redescendre l'ordre du jour et son contenu. Donc, à titre ordinaire, donc vous avez la première résolution qui porte sur l'approbation des comptes annuels qui sont annexés dans le rapport, et le quitus qui est donné à la société de gestion et au conseil de surveillance pour leurs missions respectives au cours de l'année. L'approbation des conventions et donc des frais de la société de gestion sur l'année. L'affectation du résultat, donc sur les 6,3 millions de résultats, les 5,7 millions de distribution, et la constatation d'un rapport à nouveau d'1,5 million à la fin de l'exercice. La constatation de la variation nette du capital, ça c'est une formalité administrative sur la variation du capital social de la SCPI au cours de l'année. L'approbation des valeurs de la SCPI, donc ce sera la dernière fois que vous aurez cette résolution lors d'une assemblée générale, puisque la réglementation a évolué
en 2024 et qui est donc maintenant une information qui est donnée aux porteurs de parts mais qui n'est plus sujette à leur approbation. Les autorisations d'emprunt et d'acquisition payables à terme, c'est la reconduction de la capacité de la société de gestion à aller chercher des financements dans la limite de 40% des prix d'acquisition. Et la dernière résolution à titre ordinaire, qui est donc, comme je le disais, le renouvellement de certains membres du conseil de surveillance ou la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance au titre de l'ensemble des candidatures que nous avons pu recevoir. À titre extraordinaire, donc la 8e résolution, c'est l'extension géographique de la politique d'investissement à l'Europe, donc aux pays membres de l'OCDE, et donc la modification de la note d'information en conséquence. Les 9e et 10e résolutions sont des résolutions qui font suite à l'évolution de la réglementation en 2024, donc comme je le disais, sur l'approbation des valeurs de la SCPI ou même la capacité qu'a la SCPI à investir directement dans des sociétés qui ne sont plus qualifiées de sociétés de personnes. Donc c'est une ouverture et une simplification de la réglementation pour permettre aussi aux SCPI, notamment à l'étranger, de se simplifier un peu la vie dans les structurations d'investissement qu'elles peuvent faire. Et la dernière résolution sont les pouvoirs en vue des formalités, qui est une résolution très classique. Voilà. Voilà, écoutez, nous allons terminer cette présentation et on va donc laisser la place aux questions. Est-ce que toi, tu as reçu des... Alors, sauf s'il y a peut-être des questions dans la salle, sinon on va prendre des questions Questions dans la salle. Oui, j'ai 2 questions. La première concerne les taux d'emprunt dont vous avez fait part à 4%, mais vous n'avez pas précisé la période, enfin la durée des emprunts. C'est des emprunts qui sont à 10 ans. 10 ans, d'accord. Aujourd'hui, sur ces taux, on va rentrer un peu dans un jargon technique, mais en fait, on a l'impression que les taux baissent parce que la BCE baisse ses taux. Et en fait, quand on raisonne à 5 ou à 10 ans, ce que prennent en compte les banques, c'est plutôt les perspectives sur ces durées-là. Donc à court terme, tout le monde voit les taux d'emprunt baisser, et en fait à long terme, les perspectives sont plutôt encore une hausse progressive de ces taux, ce qui fait qu'aujourd'hui on est à 4% à peu près, et même si à très court terme les taux baissent, les taux longs ne baissent pas, et donc c'est pour ça qu'on reste sur une stabilisation des taux. Taux fixe, je précise. Oui, merci. Et ma deuxième question concerne la réglementation photovoltaïque en 2028 dont vous avez fait part. Vous pouvez en parler un peu plus dessus, exactement ce que ça représente? Oui, alors c'est une directive européenne, hein, donc l'ensemble des pays européens doivent mettre en œuvre ces réglementations. Il faut bien voir qu'en France, on est aussi un pays un peu moteur sur l'ensemble de ces sujets européens, et donc on transpose très rapidement les directives européennes, et sur ce sujet-là, c'est fonction des tailles des toitures des actifs ou des tailles des parkings, on doit mettre en place sur les parkings de plus de 1500 m², 50% d'ombrières photovoltaïques. Vous l'avez peut-être déjà vu, notamment dans les zones commerciales où il y a des ombrières avec des panneaux photovoltaïques qui sont posés dessus, ou directement sur les toitures des actifs. Donc ça, c'est des choses qui s'anticipent, puisqu'il y a des travaux qui sont à la fois longs. Il y a 2 possibilités. Soit c'est la SCPI qui porte les investissements et qui perçoit du coup les produits de production, soit c'est généralement ce qu'on peut faire aussi, c'est faire appel à des tiers investisseurs qui viennent donc eux, au titre d'un bail, poser leurs panneaux et leurs ombrières en contrepartie éventuellement de revenus qui sont accordés à la SCPI. C'est une réglementation qui est assez récente encore. Tout le dispositif réglementaire n'est pas encore certain, mais il y a déjà des acteurs qui peuvent nous accompagner. On commence déjà à anticiper pour avoir aussi l'effet volume et anticiper cette réglementation. Il faut comprendre dans la tendance dans les panneaux, si vous suivez un peu l'actualité, c'est qu'il y a une surproduction en France, et donc les prix sont en train de baisser. Donc aujourd'hui, notre politique, nous, on estime que nous ne sommes pas des professionnels du panneau photovoltaïque, nous sommes des professionnels de l'immobilier. Donc aujourd'hui, notre stratégie, c'est pas de risque, 0 risque là-dessus. Et donc, quand vous prenez pas de risque, généralement, en face, vous n'avez pas les upsides. Donc, nous, aujourd'hui, comme c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur de temps, c'est très long, il faut faire des études techniques, il faut des avenants avec les locataires, il peut y avoir des découpages sur les toitures juridiques, ça prend beaucoup de temps. Donc nous, aujourd'hui, notre politique, c'est d'essayer quand même
évidemment de piloter le projet, mais de l'externaliser au maximum. Pas d'avoir de risque et de capex pour nos associés. En face, on n'aura du coup pas de loyer. Voilà. Aujourd'hui, notre stratégie, c'est celle-ci. Oui, parfait, merci. Je n'ai pas très bien. Sous l'opération européenne, est-ce qu'éventuellement il y aura un nouveau produit ou ça va s'engendrer directement sur la France Sur et l'opération, l'Europe? pardon? Sur le fait que vous nous proposez de travailler sur l'Europe maintenant, est-ce que ça sera inclus dans l'opération France? Est-ce qu'il faudra souscrire à une nouvelle opération? Parce Non, que ça, je ne l'ai pas entendu. c'est dans cette SCPI. Oui. C'est dans cette SCPI qu'on vous propose. On a acheté jusqu'ici des actifs en France, Oui. en Espagne, et demain, on vous propose d'acheter avec le capital qui est à notre disposition des actifs peut-être au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie, etc. D'accord. Dans ce fonds. Je pose cette question parce que les autres CCPI font la distinction entre la France et l'Europe. Alors, Donc, il y a des sociétés de gestion qui ont fait le choix d'ouvrir, de créer, de lancer d'autres fonds, oui. avec un fonds qui fait une certaine géographie et un autre fonds qui fait une certaine géographie. Oui. On s'était posé cette question avec Léonard et l'ensemble de l'équipe, est-ce qu'il était opportun de lancer un nouveau fonds? Voilà. Et on arrivait à la conclusion, selon nous, que ce n'était pas la bonne option, qu'il y avait un risque de cannibalisation, de concurrence entre les deux fonds. Donc on s'est dit que cette stratégie sur les small caps, parce qu'on répète, on prend ce qu'on sait faire et on le réplique ailleurs. C'est ça ce qu'on vous propose aujourd'hui. Nous, on pense, et les chiffres montrent qu'on ne l'a pas trop mal fait depuis maintenant 4 ans. Ça marche bien en France, ça marche bien en Espagne, et donc on vous propose de faire la même chose dans le même fonds ailleurs. Et la part va être augmentée de 254 €, elle va augmenter un peu. Pardon? Est-ce que la part à l'achat sera augmentée? Alors, comme je vous l'ai dit, on a des marges de progression pour le faire. Oui. Et donc, de volonté, c'est de continuer à le faire. D'accord, merci. Après, on n'a pas le droit, de toute façon, d'annoncer avant la réalisation effective de cette augmentation du prix de part. Voilà. Donc, il n'y a plus de questions dans la salle. Et donc, nous avons eu quelques petites questions sur le chat. Donc, il y a 2 petites questions d'ordre général de Monsieur Eugénie, Julien. Et ensuite, on a des questions sur l'ouverture à l'Europe. Donc, première question de Monsieur Eugénie demande: allez-vous proposer la SCPI en assurance vie comme l'INXEA? Bon, je vous laisse répondre. Est-ce qu'on va proposer? Oui, puisque c'est déjà. Alors, ce n'est pas nous qui décidons. C'est-à-dire que pour qu'on soit distribué en assurance vie, il faut que des assureurs nous référencent, parce que c'est l'assureur qui souscrit pour le compte de ses clients. Donc aujourd'hui, nous avons un référencement chez Apicil, l'assureur Apicil, dans plusieurs de leurs contrats. Nous avons des discussions avec d'autres assureurs. Notre volonté est de rendre le produit disponible dans d'autres contrats, chez d'autres assureurs, mais ce n'est pas nous qui décidons. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir, il y a quelque chose à laquelle nous sommes très sensibles, et auquel les assureurs aussi sont très sensibles, c'est ce qu'on appelle le taux d'emprise. Donc c'est le pourcentage du capital qui est détenu chez un assureur. Donc il faut qu'on fasse attention. Notre volonté, c'est pas, comme je vous l'ai dit, d'ouvrir la collecte de la SCPI de manière trop massive, c'est de garder une maîtrise de notre collecte. Il faut savoir que les assureurs peuvent collecter très très fort. Donc notre volonté, c'est aussi d'avoir des partenariats avec des assureurs qui comprennent et qui accompagnent notre ADN, qui est d'avoir une collecte qui soit malgré tout maîtrisée. Donc on est en discussion avec un certain nombre d'assureurs. On pense qu'avec le développement et les performances du fonds, le fonds sera de mieux en mieux et de plus en plus référencé chez les assureurs. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui maîtrisons. Ça, c'est la décision souveraine des assureurs. Nouvelle question dans la salle. Vous avez une limite sur ce taux d'emprise? Alors, la question posée, c'est est-ce qu'on a une limite sur cette emprise? Oui. Aujourd'hui, l'assureur qu'on a, il y a dans le cadre de la convention qu'on a avec lui, une limite de taux d'emprise à 15% de la capitalisation, avec un seuil d'alerte à 10%. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on considère qu'un assureur, au-delà de 10%, il a un taux d'emprise un peu trop important. Donc voilà. Donc, nous n'y sommes pas encore. Voilà. Au 10%. Aujourd'hui, l'assurance vie
dans la SCPI représente à peu près 5% de la collecte. Donc ça reste très raisonnable. Ok, nous avons une deuxième question de Monsieur Eugénie qui demande: trouvez-vous encore de bonnes acquisitions avec la concurrence des nouvelles SCPI comme UPK, Wimo One ou Comet? Faut bien voir que le marché de l'investissement immobilier, c'est 15 milliards d'euros par an. Donc quand vous avez, En France. En France, excusez-moi. Et on l'a vu en Europe, c'est 150 milliards. Donc quand vous avez des jeunes SCPI, comme celles qui sont citées, il faut voir le niveau de collecte que représentent ces SCPI sur le marché et sur un marché de 150 milliards d'euros d'investissement immobilier en Europe. Donc en fait, oui, on se croise parfois sur certaines transactions, mais finalement c'est assez rare de croiser forcément tout le temps des confrères sur tous les deals qu'on voit passer. Il faut bien comprendre aussi que quand on fait 60 millions d'euros de transactions, on en voit passer plus de 600, 700. Donc tout le monde fait son choix, c'est comme au supermarché, vous choisissez la marque que vous voulez, mais vous avez une sélectivité que chacun opère sur l'ensemble des transactions qu'il voit. Et donc, voilà, sur la sélectivité des transactions, aujourd'hui, on n'a pas de sujet. Et encore une question de Monsieur Eugénie qui nous demande pourquoi vous avez arrêté le cashback avec Louvinvest. Alors on a arrêté le cashback parce qu'on n'est pas à l'aise avec ce que nous on considère une inégalité de traitement entre les associés. Et donc voilà, Louv c'est un partenaire, on va dire, historique de la SCPI avec lesquels on travaille très bien. En plus d'être des gens éminemment sympathiques, sont des très bons professionnels. Donc on continue à très bien travailler avec eux. Mais nous avons pris la décision collectivement en interne de supprimer cette pratique. On estime qu'elle n'est pas vertueuse pour le marché. Donc voilà, on a décidé d'arrêter cette pratique. Okay. Il y a également des questions de 3 associés sur l'ouverture à l'Europe. Première question de Sophie Lombard qui demande: les marchés étrangers sont-ils suffisamment attractifs par rapport au marché français pour justifier une diversification aussi rapide, passage de 18 à 50% en 12 mois? Alors merci pour la question. Oui, les marchés européens sont au moins aussi attractifs que la France, avec d'ailleurs un certain nombre d'économies qui aujourd'hui, il faut le dire, ne montrent pas la même dynamique qu'en France. Donc, je prends l'Espagne où nous avions déjà l'autorisation de venir, d'investir. Il y a aujourd'hui des taux de croissance qui n'ont rien à voir avec ceux de la France. Pareil, par exemple, pour le Royaume-Uni, qui malgré tout ne représentera jamais plus d'environ 10% de notre patrimoine parce qu'il y a un taux de change à gérer. Je rappelle que le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro. Il y a aujourd'hui, au Royaume-Uni, c'est le marché de loin le plus gros en Europe, où il y a une profondeur de marché qui est extrêmement importante. Comme le disait Léonard, il ne faut pas trop qu'on focalise sur les SCPI. Les SCPI, 3,5 milliards de collecte pour un marché de l'investissement de 150 milliards d'euros. Donc les SCPI, c'est une toute petite partie de ce qui est déployé en Europe sur l'investissement immobilier. Les autres investisseurs, ce sont des investisseurs privés, des gros fonds internationaux, des assureurs, etc., etc. Mais oui, donc aujourd'hui, pour répondre clairement à la question, il y a des marchés européens qui sont au moins aussi intéressants que la France, voire plus. Et il y a aussi des spécificités dans un certain nombre de marchés où il y a des typologies qui sont surreprésentées et sur lesquelles on peut aller avec plus de facilité, par exemple, que sur la France. Dernier point sur la rapidité de l'exécution. Pour monter à 50%, donc les 30% à aller chercher, c'est un effort d'investissement de l'ordre de 100 millions d'euros à l'étranger. Donc voilà, par rapport au montant de collecte qu'on vise sur les 12 prochains mois avec un peu l'effet de levier, c'est, on va dire, notre rythme de croisière. Ce qu'on propose, notre objectif en tout cas, c'est de faire un effort de rattrapage sur les 12 prochains mois. Maintenant, ce qui va guider notre stratégie, c'est avant tout la qualité des actifs. Donc évidemment, ça reste un objectif. On continue à faire des propositions sur des actifs en France. S'il y a des très bons dossiers en France, évidemment qu'on ne va pas les laisser passer. Voilà. Maintenant,
Le marché, très franchement, est suffisamment profond et important en Europe pour qu'on trouve des très bons actifs ailleurs qu'en France. Nous avons également une question de M. Gilles Grand qui demande: à l'étranger, avec si peu d'actifs actuellement, comment prospectez-vous et comment suivez-vous vos locataires? Alors sur la prospection, c'est relativement simple. Alors il y a deux types d'apporteurs d'affaires. Il y a d'une part les gros réseaux, on va dire européens, voire mondiaux, avec lesquels nous étions déjà en contact en France et en Espagne. Et donc il est très très facile d'obtenir les introductions pour les représentants locaux de ces apporteurs d'affaires. Ensuite, il y a un travail de fond, parce qu'évidemment, on ne s'arrête pas sur la typologie d'actifs qu'on a au plus gros réseau. Il y a un travail de fond de constitution d'un réseau d'apporteurs. On a aujourd'hui en France environ 400 apporteurs d'affaires. Et ce qu'on est en train de faire maintenant depuis plusieurs mois, parce qu'évidemment, nous avions quand même anticipé le mouvement avant cette Assemblée générale, c'est de nous constituer ce réseau d'apporteurs d'affaires en Europe. Donc, ça se traduit évidemment par des investissements importants au niveau de la société de gestion, c'est-à-dire qu'on investit aujourd'hui dans les équipes, on recrute des gens pour pouvoir, d'une part, établir ces nouveaux contacts et ces nouvelles relations d'affaires dans d'autres pays européens, et surtout d'ailleurs pour entretenir ce réseau et pour analyser les dossiers. Évidemment, on constate avec l'accroissement potentiel du périmètre géographique, évidemment, on a beaucoup plus de dossiers analysés. Léonard vous l'a dit, rien que sur la France, on regarde pour près d'1 milliard d'euros d'actifs. Si on fait ça sur 5-6 pays, demain, il faut qu'on analyse 5, 6, 7 fois plus de dossiers. Donc évidemment, plus de sélectivité, ça demande aussi plus de travail d'analyse. Sur la partie gestion et on va dire property management, je vais peut-être laisser Léonard répondre. Oui, sur la partie opérationnelle sur les actifs, c'est de conserver le dispositif qu'on a en France. Donc on a une équipe en centrale en France qui gère l'ensemble du patrimoine sur la partie, on va dire, administrative et locative, et c'est de s'appuyer après sur une présence locale avec ce qu'on appelle des property managers locaux, de la gestion technique locale, qui va faire un lien avec les locataires au quotidien pour les besoins quotidiens, et aussi pour les visites d'actifs et assurer la qualité technique de ces actifs. Donc on a à la fois une gestion centrale et un pilotage très centralisé depuis la France, et une externalisation pour tous les besoins quotidiens et techniques locaux qu'on aura dans chaque pays, en s'appuyant sur des partenaires de premier plan là-bas. J'ajoute que cette partie-là, évidemment, s'accompagne également d'investissements importants au niveau de la société de gestion, que ça soit au niveau humain, donc on est en train là aussi de renforcer l'équipe, parce que même si on a des partenaires locaux, il faut piloter les partenaires locaux, et puis d'autre part dans les outils, parce qu'évidemment ça rajoute de la complexité dans les outils de quitancement, les outils de recouvrement, et donc on est en train là aussi de nous doter des outils on va dire les plus performants qui sont utilisés par tous les professionnels de premier plan sur le marché. Donc on est en train d'implémenter par exemple un outil de quitancement à l'échelle européenne. Sur l'Europe, nous avons aussi une question de Bertrand Jeanne Leroux, à la fois question et remarque de sa part. Donc la question c'est: la montée de l'Europe signifie-t-elle l'arrêt des achats en France sur les 12 prochains mois, si on part sur 100 millions Europe hors France début 2026? Et il ajoute une remarque disant OK pour aller vers l'Europe, mais attention aux avantages fiscaux qui sont valables aujourd'hui et qui peuvent disparaître demain si l'État décide d'aller chercher de l'argent chez les épargnants. Il fait référence à la modification de la fiscalité LMNP récemment. Peut-être juste sur la partie fiscale. L'avantage fiscal, c'est une conséquence, c'est pas un des choix directeurs. C'est-à-dire que l'avantage fiscal, c'est vécu aujourd'hui comme un point d'optimisation pour un associé, mais on a conscience que c'est un point qui peut être mis en cause, on l'a vu avec le LMNP, et c'est pas ça qui a guidé notre décision. Notre décision a été guidée, comme l'a dit
Mondrage par la pertinence de ces marchés, la diversification autour de ces marchés, et accessoirement, il y a un avantage fiscal qui fait qu'à la fin, pour l'associé, ça se traduit au-delà de la performance qu'on va générer avec les SCPI, on parle de performance brute pour la SCPI, il y a cet avantage fiscal qui optimise la fiscalité pour l'associé. Donc ça, on a toujours dit justement que cet avantage fiscal, c'était une carotte, mais pas le point d'entrée de notre stratégie. Oui, j'ajouterais là-dessus que nous, on regarde la rentabilité des investissements pour leur qualité intrinsèque. Évidemment, on n'est pas en train d'acheter ou de vouloir acheter plus cher à l'étranger parce qu'il y a une carotte fiscale. Donc nous, on regarde des choses qui sont comparables. Si demain, il y a moins d'intérêt fiscal à investir à l'étranger, bon, déjà, je pense que ça va être difficilement pire que la charge fiscale en France. Il demeure pas moins, comme l'a dit Léonard, que la pertinence de ces investissements demeurera la même en matière de diversification, en matière d'optimisation des cycles, etc., etc. Donc, comme vous le dites, cher Bertrand, il y a aujourd'hui un avantage fiscal pour les associés d'investir à l'étranger. Si demain l'avantage fiscal diminue, too bad, comme disent les anglo-saxons, mais on aura quand même acheté des bons actifs au bon prix à l'étranger. L'autre point, c'était... Non, je crois que j'ai déjà répondu. Notre objectif, c'est d'avoir un rééquilibrage dans les 12 prochains mois. Maintenant, comme j'ai dit, on continue évidemment à recevoir et analyser des actifs français et on continuera, s'il y a des bons coups à faire en France, à les faire. Maintenant, ce qu'on dit simplement, c'est qu'on voit deux actifs équivalents aujourd'hui d'un point de vue de qualité intrinsèque et d'un point de vue de rentabilité. Aujourd'hui, on favorisera l'Europe pour accélérer ce rééquilibrage. Voilà. Il n'y a pas de volonté à tout prix d'aller faire des deals en Europe s'ils sont moins bons qu'en France. Mais je rappelle encore une fois qu'on est sur un marché européen qui est 10 fois celui de la France. Donc des bons actifs en Europe, on va en trouver, il n'y a aucun problème. Comme le fait d'ailleurs, comme le font nos confrères depuis plusieurs années. Donc on n'a pas réinventé la roue sur cette stratégie. Il y a Monsieur Grand qui avait posé la question sur la prospection à l'étranger qui réagit à ta réponse, András, et qui dit « Les frais de prospection, de sélection et de suivi sont tout de même beaucoup plus élevés à l'étranger qu'en France. Avez-vous une idée du delta ?» Alors les frais de sélection, c'est mon salaire, donc je n'ai pas augmenté mon salaire. Donc les frais de sélection, ce qu'on appelle les frais de sélection, c'est ce que je vous ai dit, c'est le renforcement de l'équipe. Donc là, j'ai envie de dire, c'est notre décision en tant que dirigeant avec Léonard, de dire, voilà, la société se développe, on renforce les moyens humains et techniques, et bon, ça c'est comme tout chef d'entreprise, vous avez une entreprise qui se développe, si vous voulez que votre entreprise se développe, vous mettez les moyens pour le faire. Après, nous avons effectivement un certain nombre de coûts de déplacement, par exemple, qui sont supérieurs, parce que voilà, la semaine prochaine, par exemple, je vais visiter un actif à Dublin, mais j'ai envie de dire que c'est anecdotique par rapport aux frais généraux de la société de gestion. Ce ne sont pas des coûts qui sont supportés par les associés. Aujourd'hui, quand on embauche du monde, ce sont des coûts qui sont supportés par la société de gestion, et c'est nous qui faisons le choix d'investir sur les commissions de gestion que nous touchons plutôt que de nous verser des dividendes. Donc aujourd'hui, c'est un choix que nous faisons d'investir dans l'entreprise. Voilà. Les frais, on va dire, ce qu'on appelle les frais de due diligence, d'analyse des audits techniques, des audits juridiques, sont à peu près équivalents en Espagne, en Angleterre, en Irlande qu'en France, et on paye les mêmes frais sur un actif à peu près quand on l'étudie, que ce soit en France ou ailleurs à l'étranger. Donc il n'y a pas de différence ou de delta par rapport à une acquisition qu'on pourrait faire en France. Je préciserai que quand on regarde la rentabilité d'un investissement, c'est ses frais inclus. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le prix de l'actif par rapport au loyer, et après on rajoute des frais et on se dit, à la fin ça fait ça. Donc nous, quand on donne le prix d'un actif, c'est on raisonne en disant, voilà, tout ce qu'il va falloir payer, y compris le prix d'acquisition par rapport au loyer, et c'est là-dessus qu'on juge la rentabilité d'un actif. Donc si les frais sont plus ou moins élevés dans un pays, c'est le prix net vendeur, donc c'est ce que va toucher le vendeur qui va diminuer, mais nous on sera prêt à mettre le même prix à la fin. Donc peu importe les commissions qui sont prises entre-temps au titre des frais de due diligence ou des conseils, etc., qu'on doit prendre dans chaque pays.
Nous avons également une question de Gaëtan Bernard sur la stratégie d'ouverture à l'Europe, qui demande quand la SCPI Epsilon 360 sera bien ouverte à l'Europe et la part investie en France sera-t-elle inférieure à 50% des investissements in fine? Alors, sous réserve que l'Assemblée générale vote favorablement, donc ça on le saura très rapidement, ça sera effectif. Donc de facto, une fois que la collectivité des associés nous donne l'autorisation d'y aller, ça sera effectif, on va changer la note d'information et les statuts et nous allons pouvoir déployer à l'étranger. La part de la France inférieure à 50%, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est d'avoir un patrimoine qui reflète malgré tout, enfin, pas malgré tout, mais qui reflète les forces en puissance en Europe. Donc voilà, je n'ai pas précisément en tête la part de la France dans le PIB européen. J'ai la faiblesse de penser que c'est un tout petit peu moins que 50%, mais en tout cas, clairement, voilà, nous sommes une société française avec un centre de décision en France, un marché que nous connaissons particulièrement bien, avec un réseau d'apporteurs d'affaires particulièrement bien implanté. Donc c'est un pays qui restera un socle important dans notre portefeuille à terme. Est-ce que ça sera 50% ou 40%? Là, je saurais écrire l'histoire aujourd'hui à l'avance. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ça restera un pays qui sera important dans la répartition du patrimoine demain. L'idée de cette stratégie européenne, c'est aussi de pouvoir jouer les cycles. On l'a fait sur la partie commerce, et vous l'avez vu, on a une exposition un peu plus importante parce que c'est une classe d'actifs qu'on a jugée plus pertinente au cours des 4 dernières années. C'est la même chose, c'est-à-dire que si l'économie française venait à devenir, à avoir un contexte, vivre des temps un peu plus difficiles que dans d'autres pays, et on s'orienterait peut-être plus vers d'autres pays et inversement. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'allocation cible, même si la France restera importante, c'est de pouvoir profiter des momentum de marché aussi de chaque pays et de chaque marché immobilier au sein de l'Europe. Il y a une dernière question d'ordre plus général sur le chat de M. Bernard Pérez, qui demande quels sont pour vous les principaux risques identifiés pour les mois ou années à venir, inflation, taux d'intérêt, crise immobilière, etc. Alors, crise immobilière, nous ce qu'on constate, et je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est qu'aujourd'hui, même en France où quand vous lisez le journal, il y a de quoi sérieusement avoir quelques doutes sur la santé de l'économie, nous aujourd'hui, pour l'instant, je touche du bois, on ne le constate pas à l'échelle du patrimoine. Donc aujourd'hui, les fondamentaux restent bons, le patrimoine est bien occupé, les loyers sont encaissés. Donc je ne vois pas aujourd'hui de risque majeur qui viendrait, on va dire, des fondamentaux des utilisateurs. C'est quand même, nous, notre fonds de commerce, c'est d'avoir un patrimoine occupé et des locataires qui payent le loyer. C'est le cas aujourd'hui. Clairement, le risque qu'on voit, c'est un peu le risque que voit tout le monde. C'est les risques, on va dire, géopolitiques et la conséquence très directe que ça peut avoir sur les taux d'intérêt. Le marché de l'investissement immobilier, il est très étroitement lié à l'évolution des taux d'intérêt. Nous sommes un produit de taux, un produit de rendement, et donc le poids des taux d'intérêt est déterminant dans notre métier. Ce que je disais en préambule, c'est que nous avons des mouvements qui sont très antagonistes, avec un risque, on va dire, de ralentissement économique dû à la guerre commerciale et des risques inflationnistes dus à ces mêmes tensions commerciales. Et donc ça peut... voilà, c'est un mouvement antagoniste sur les taux d'intérêt, parce que quand l'inflation augmente, évidemment, on joue sur les taux d'intérêt dans un sens, et quand l'économie ralentit, on joue sur les taux d'intérêt dans l'autre sens. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est Madame Lagarde qui est mieux qualifiée que moi pour le dire, pour dire qu'ils naviguent à vue. C'est très compliqué d'avoir une politique monétaire comment dire, lisible dans un environnement qui est aussi volatile. Donc voilà, le risque, on le voit c'est là,
c'est de là qu'il peut venir. Nous, aujourd'hui, sur le terrain, on ne constate pas des difficultés de paiement de la part de nos locataires. Voilà. Donc, ce sont malheureusement des choses qu'on ne maîtrise pas. Et encore une fois, la meilleure réponse à ça, c'est de diversifier de manière typologique et de diversifier de manière géographique. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est ce qu'on vous propose de faire. Merci Andras. Il n'y a plus de questions sur le chat. Peut-être qu'il y a encore des questions dans la salle. Non, bon. Non. Peut-être pour clore, les votes ne sont pas dévoilés avant la séance. Vous pouvez encore, pour ceux qui sont en ligne comme pour ceux qui sont présents, finaliser vos votes. Et on reviendra de toute façon de manière formelle par une communication spécifique sur l'ensemble de l'adoption ou non des différentes résolutions qui ont été à l'ordre du jour aujourd'hui. Merci infiniment. Merci surtout pour toutes ces questions qui sont tout à fait légitimes et pertinentes. J'espère qu'on vous a apporté l'assurance qu'il fallait. Et voilà, on voulait vous remercier surtout pour votre confiance. Aussi bien pour les associés les plus anciens qui nous suivent depuis le début et qu'aux associés qui nous ont rejoints plus récemment. Et voilà, comme vous l'avez vu, les perspectives sont bonnes. Donc on continue à faire attention à votre épargne et à dépenser votre épargne de manière prudente et sereine. Merci beaucoup pour votre présence. À bientôt. Merci à tous.